Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation 2022. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de la médiation. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission L'Hebdo de la médiation. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, l'Hebdo de la médiation. Merci de couper vos micros et d'utiliser l'onglet Discussion pour poser vos questions. Bonne émission. Donc, ravi de vous retrouver sur cette émission, sur la 19e émission, la médiation de la consommation. Si vous êtes venus, c'est que vous aviez des questions, on a des réponses à vous apporter, mais n'hésitez pas à en poser pour que vous ayez les réponses particulières que vous êtes venus chercher. Alors, la médiation de la consommation, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Les médiateurs professionnels, d'abord, interviennent dans toutes les situations de dégradation relationnelle, conflit y compris. C'est même la définition de l'intervention d'un médiateur. C'est à ce titre que les médiateurs professionnels interviennent dans les domaines des relations commerciales depuis la genèse de cette profession. La compétence et l'efficacité de leurs interventions ont eu pour conséquence de devenir, logiquement, incontournables sur les foires internationales en France. On peut citer Paris depuis 2012, mais il y a aussi Toulouse, Marseille, Nice, Montpellier et bien d'autres que je n'ai pas en mémoire. Donc, regardez un petit peu sur l'officiel de la médiation, vous avez aussi la présence sur les foires et salons. Alors, nous intervenons dans ce champ d'application, comme dans tous les autres, avec la rigueur et la méthode dont il a été question dans les émissions numéro 18 et numéro 17, et en mettant la rhétorique au service de la qualité relationnelle, comme vous pourrez le voir dans la prochaine émission, l'émission numéro 20, mercredi prochain, avec Jean Bruno, médiateur professionnel, maître des mots. Maître des mots, alors, il y a plusieurs façons de l'entendre. Maître des mots, en tout cas, c'est MOTS. C'est en médiateur professionnel que nous intervenons là où le législateur a voulu faire un domaine à part. Sectoriser la médiation en une myriade de pratiques différenciées en fonction des domaines d'application, c'est donner une place prépondérante aux enjeux et au contexte sur ce qui fait réellement le conflit, c'est-à-dire les agents de dégradation de la relation. On en a déjà parlé dans une autre émission aussi. Alors, dans cette émission, nous allons cheminer ensemble en 5 étapes. L'obligation légale d'un dispositif de médiation de la consommation, le recours au médiateur de la consommation. Dans un troisième point, nous verrons la CECMC, c'est la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Quatrième point, on va faire un focus sur un médiateur de la consommation, la société médiation professionnelle. Et enfin, en cinquième point, comment devenir médiateur de la consommation ou praticien de la consommation. Sans plus attendre, maintenant que vous connaissez l'itinéraire, commençons à cheminer. D'abord, le point sur le dispositif obligatoire de médiation de la consommation. Alors, votre entreprise ou une entreprise vend des prestations de services. On pourrait citer le coaching, l'accompagnement, la formation, les architectes, les géomètres experts, les avocats et même les médiateurs. Ou alors, l'entreprise vend des biens. Un boulanger, un artisan, une grande surface, un voyagiste, un camping, un concessionnaire auto, un bijoutier, un joaillier. Vous êtes concerné si vous vendez ou louez à des particuliers. Si vous ne vendez qu'à des entreprises, vous n'avez donc pas cette obligation légale. Vous pouvez faire cependant le choix de l'anticipation de la dégradation relationnelle en intégrant la médiation professionnelle dans vos process internes et externes grâce à Via Médiation. Alors, si vous vendez ou louez à des particuliers, ce qui suit vous concerne. Depuis le 1er janvier 2016, vous devez mettre à la disposition des consommateurs un dispositif de médiation de la consommation gratuit pour les consommateurs en signant une convention avec un médiateur de la consommation validé par la CECMC. Les coordonnées de votre médiateur doivent apparaître sur tout document commercial approprié. On pense tout de suite aux conditions générales de vente, à la facture, mais plus étonnamment, cette information apparaît parfois sur le ticket de caisse d'une grande surface. Votre seconde obligation est de transmettre cette information suite à une réclamation client non satisfaite. La troisième obligation pour les professionnels recevant leurs clients dans un local commercial, eh bien, ils doivent afficher de manière visible et lisible les coordonnées de votre médiateur de la consommation.
Enfin, lors de la signature de la consommation, vous vous engagez contractuellement à entrer en médiation pour toute demande éligible et recevable transmise par le médiateur, même si vous avez la possibilité de refuser cette médiation. Cheminons encore. Un consommateur saisit le médiateur de la consommation. Quelles sont les procédures et les implications de ce dispositif? Tout d'abord, le consommateur ne peut pas saisir le médiateur sans avoir tenté de trouver une solution en direct avec le professionnel. Un de vos clients saisit le médiateur, votre client recevra dans un délai de 21 jours une notification de recevabilité ou de non-recevabilité. Si la demande est recevable, vous, en tant que professionnel, vous êtes informé qu'une demande de médiation a été réalisée. Vous devez alors accepter ou refuser la médiation. Certains professionnels refusent la médiation dans des cas très précis. J'aimerais m'attarder un petit peu sur ce point parce que ça a des conséquences pour le professionnel, pour le consommateur et pour le médiateur. L'entreprise possède un service après-vente et c'est ce service qui est en première ligne. Le SAV reçoit de plein fouet les insatisfactions de manière maladroite parfois, de la part du consommateur comme de l'employé du SAV. Chacun légitime, mais parfois le désagréable prend le pas sur le factuel. Alors, lorsque la demande de médiation arrive au médiateur, c'est auprès du référent médiation de l'entreprise que le médiateur se retourne. Donc une personne concernée, mais pas impliquée, qui peut donc analyser rationnellement la situation et même prendre une décision inverse au SAV. Bref, souvent des entreprises refusent la médiation parce qu'elles ont identifié la manière de résoudre le problème. Quels sont les résultats? Le consommateur est satisfait puisque le professionnel est allé dans son sens ou a trouvé une solution. Le professionnel favorise la qualité des relations commerciales, donc il est satisfait parce qu'il n'a pas trop perdu de temps. Et pourtant, cette situation est exemplaire. Elle met en évidence un besoin de compétences des personnes qui reçoivent les insatisfactions des personnes, des clients. Sans transfert de compétences à ces personnes, la situation se répétera. Et c'est ce qu'on note, c'est-à-dire qu'un professionnel prend parfois cette possibilité comme un système d'alerte pour reprendre en main la situation d'insatisfaction du client et en même temps, il fait travailler le médiateur qui, pour le coup, travaille dans le vide puisqu'il sert de système d'alerte et il n'est pas rémunéré pour ça. Et c'est l'image de marque de l'entreprise qui sera dépréciée. Et donc, ces résultats sonnants et trébuchants. Pour en revenir au recours au médiateur, le consommateur demande une médiation, cette demande est recevable, le professionnel accepte d'entrer en médiation. Le médiateur a maintenant 90 jours pour accompagner les parties vers une solution qu'ils auront choisie. C'est une personne physique qui doit vous accompagner et pas un système automatisé basé sur l'intelligence artificielle. D'où l'importance de prendre soin du choix du médiateur de la consommation. Il arrive que malgré la présence du médiateur, eh bien, il n'y ait pas de solution qui émerge de la part des deux parties qui sont le professionnel et le consommateur. Dans ce cas très précis, le médiateur doit faire une proposition d'accord, ce qui vient a priori en contradiction totale avec ce qu'est un médiateur, puisqu'il doit être totalement neutre quant à la solution, et là, la législation l'oblige à faire une proposition. On en reparlera un petit peu après avec le rôle de la CECMC, mais c'est dans la composition de la loi, il y a une certaine incompréhension de ce qu'est un médiateur, ce qu'est la profession de médiateur. Et donc, le médiateur professionnel navigue entre ce qui est indiqué par la loi, ce qu'il est obligé de faire, et ce que sont les fondements réels de la profession de médiateur. Cheminons encore. Après l'obligation légale et le recours au médiateur, regardons de plus près la CECMC. La CECMC, c'est la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation,
Cette instance, qui est liée au ministère des Finances, partage son secrétariat avec la DGCCRF, la répression des fraudes. Les membres sont nommés par arrêté ministériel tous les 3 ans. Donc là, c'est donc la 3e équipe qui est en charge de cette commission depuis 2 mois, me semble-t-il. Alors, comment elle est constituée, cette commission? Elle est constituée obligatoirement d'un conseiller d'État, qui en est le président, et d'un conseiller à la Cour de cassation, qui en est le vice-président. Ensuite viennent 4 personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation. Alors, je vais m'arrêter quelques secondes sur cet aspect parce qu'ils nous disent que des personnalités qualifiées en matière de médiation peuvent être membres de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Sauf que dans les faits, ça n'est pas le cas. Il n'y a aucun représentant de la médiation à la CECMC. Pourtant, c'est marqué dans le texte de loi et ce serait bien utile afin que tout le monde soit représenté. Puisqu'on va le voir juste après, parmi les membres de la CECMC, il y a 2 représentants des associations de consommateurs, ce qui paraît logique, et 2 représentants des organisations professionnelles. Cette commission, qui semble sur le papier être paritaire, ne l'est pas, puisque la médiation n'est pas présente. Et donc, les modalités pratiques, ce qu'est la profession de médiateur, ce que vivent les médiateurs de la consommation n'est pas représenté au sein d'une instance qui est là pour évaluer et contrôler la médiation de la consommation. D'ailleurs, quel est le rôle de cette commission? Eh bien, c'est exactement ça. C'est premièrement, valider les médiateurs de la consommation. Deuxièmement, contrôler leurs pratiques. Troisièmement, évaluer la pertinence de la loi au regard des résultats des médiateurs. Vous voyez que déjà, ça pose quelques questions sur une commission qui est censée être paritaire, qui ne l'est pas, et qui pourtant va évaluer, contrôler les médiateurs eux-mêmes. Peut-être déjà, vous avez des questions qui viennent. Il y a quelques messages sur le chat, mais c'est juste des bonjours. Alors, bonjour, évidemment, à toutes et à tous, encore une fois. La partie qui va suivre, eh bien, on va encore cheminer. Et on va s'attarder sur un médiateur de la consommation en particulier pour voir un petit peu quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait et sur quoi il intervient. Alors, on va prendre la société médiation professionnelle, c'est celui que je connais le mieux, mais des obligations sont les mêmes pour tous les médiateurs de la consommation. Et après, la mise en application peut varier aussi. Vous l'entendez peut-être, le médiateur de la consommation, dans ce cadre-là, c'est une personne morale. Ce n'est pas une personne physique. Dans quelques rares cas, c'est une personne physique qui est médiateur de la consommation. Et par exemple, c'est le médiateur de la consommation de la profession d'avocat, vous voyez, qui représente tout un secteur ou toute une profession. Sinon, le médiateur généraliste est nécessairement une personne morale. Donc la SMP, la Société Médiation Professionnelle, est médiateur de la consommation généraliste. Et nous l'avons vu tout à l'heure, les médiateurs professionnels s'intéressent à ce qui fait la qualité des relations et non au contexte et aux enjeux pour que les personnes puissent trouver la solution qui leur convient. Donc, ce médiateur de la consommation couvre la quasi-totalité des domaines d'activité de la médiation de la consommation. Elle permet aux petites entreprises d'adopter un dispositif professionnel à un tarif adapté et aux fédérations de mutualiser ce service pour l'ensemble de ses membres. Mais ce n'est pas tout. Forts de leurs compétences, les médiateurs professionnels identifient les causes et les conséquences de la dégradation de la relation commerciale et peuvent orienter les entreprises et les particuliers pour acquérir ces compétences. Si l'entreprise a identifié une dégradation relationnelle et qu'elle ne sait pas quoi faire, grâce au réseau des médiateurs professionnels, ils pourront résoudre leurs conflits internes ou interentreprises qui ne sont pas pris en charge par le médiateur de la consommation, mais par un médiateur conventionnel extérieur. Alors, les médiateurs professionnels qui interviennent, eux, pour la société médiation professionnelle dans le cadre
de la médiation de la consommation sont appelés les médiateurs praticiens de la consommation. C'est important à noter parce que si jamais un médiateur qui intervient pour le compte d'un médiateur de la consommation marque sur sa carte de visite médiateur de la consommation, eh bien, il va se faire taper sur les doigts par la CECMC. L'appellation médiateur de la consommation est réservée à la personne morale qui a été validée par la CECMC. Les autres sont praticiens de la consommation. Ces médiateurs sont, pour la société médiation professionnelle, tous formés aux techniques et aux méthodes les plus opérationnelles pour la résolution des conflits. Ils ont un double cursus de formation. Médiateurs professionnels, puisqu'ils sont généralistes, ils ont le CAPEM, le certificat d'aptitude à la profession de médiateur. Ils sont en même temps membres de la CPMN pour que l'éthique et la déontologie puissent être opposées à ces médiateurs. Mais ils ont en plus la formation CAPMC, le certificat d'aptitude à la pratique de la médiation de la consommation. Ce qui leur permet de comprendre un petit peu tout l'environnement légal, mais aussi de savoir ce qui est nécessaire à mettre en œuvre, comment le mettre en œuvre, dans quel délai, avec quel résultat. Alors, nous arrivons rapidement, finalement, j'ai été un peu rapide, mais ça laissera de la place pour les questions, et puis il y a plein de petits points particuliers que je vais rajouter. Mais nous arrivons à la dernière escale que je vous avais promis de notre cheminement, c'est comment devenir médiateur de la consommation ou praticien pour un médiateur de la consommation. Alors, un petit peu d'histoire, le PMN forme les médiateurs professionnels depuis plus de 20 ans, et les médiateurs formés sont incontournables dans le domaine de la consommation, notamment sur les foires, comme je vous l'ai dit au début. C'est donc tout naturellement que cette expertise est transmise depuis 4 ans aux personnes souhaitant devenir médiateurs de la consommation ou praticiens au travers d'une formation mêlant les aspects théoriques et pratiques de la loi à la pratique quotidienne du médiateur de la consommation. Cette formation, le CAPMC, est le passeport pour intervenir après validation de la CECMC pour la médiation de la consommation. Alors, vous pouvez continuer évidemment à cheminer sur ces éléments avec un guide. Vous ne cheminerez pas tout seul. C'est le guide pratique de la médiation de la consommation qui est paru chez ESF Éditeur et que Jean-Louis nous a montré tout à l'heure, qui est derrière lui. Et d'ailleurs, il le reprend dans sa main. Le voilà. Je te remercie, Jean-Louis. Alors, c'est pas tout. Vous avez aussi la possibilité d'avoir toutes les informations si vous voulez mettre en conformité votre entreprise sur le site du médiateur de la consommation, qui est médiateur-consommation-smp.fr. Et enfin, si vous êtes intéressé pour vous former ou pour former les équipes qui sont en charge de la relation client dans votre entreprise, eh bien là, je vous renvoie vers le PMN qui vous donnera toutes les informations, que ce soit pour la formation de médiateur de la consommation, mais aussi pour toutes les compétences relationnelles qu'elle transmet au travers de ces différentes formations. Alors, je vous l'avais dit, si vous êtes là, c'est que certainement vous avez des questions sur ce qu'est un médiateur de la consommation, comment devenir un médiateur de la consommation, puisque je vois que parmi vous, il y a des médiateurs professionnels. Et Jean-Louis nous partage le site en direct de la médiation de la consommation pour la société médiation professionnelle. Et vous voyez qu'il va même peut-être aller faire un tour sur les référents. Les médiateurs référents, c'est l'autre appellation pour les praticiens de la consommation qui interviennent au nom de la société médiation professionnelle. Pour l'instant, il y en a 9. Il y en a d'autres qui sont en attente. Et ces professionnels ont tous le double cursus et membres de la CPMN. Je ne sais pas ce que tu voulais dire de plus sur ce site-là. En tout cas, il est à votre disposition. Ce qui est intéressant et important à savoir, c'est que si vous allez sur le site et que vous posez des questions, c'est nécessairement un médiateur professionnel qui va vous répondre. Ce n'est pas un service externalisé de secrétariat ou une réponse automatisée. Alors ça, Jean-Bruno, tu peux nous en parler puisque tu es en première ligne quand il s'agit de demandes des professionnels.
Tu peux nous dire un petit peu quel est ton quotidien sur cet aspect-là? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, oui, je suis en première ligne dans le sens où je fais du concret avec la relation entre la société de médiation professionnelle et toutes les entreprises qui veulent se mettre en conformité. Les personnes apprécient énormément d'être en contact avec une voix, avec un contact humain finalement. Et malgré qu'on a déjà beaucoup travaillé sur les questions-réponses via le mail, eh bien, j'appelle beaucoup et j'ai beaucoup d'appels tous les jours de personnes qui veulent se mettre en conformité. Alors, ça peut être la coiffeuse qui vient de monter son institut de beauté, ça peut être aussi le boucher du coin, ça peut aller vraiment sur des grosses entreprises, Lagardère par exemple, et à chaque fois, je fais vraiment l'interface entre la société de médiation professionnelle et les patrons, les dirigeants d'entreprises, de structures qui parfois ne sont pas tout à fait d'accord avec cette loi, la trouvent abusive, sont sous le coup d'un contrôle de la DGCCRF et comprennent qu'il faut se mettre en conformité, mais en même temps trouvent que la loi est difficile. Donc je discute avec eux, on fait en sorte que cette adhésion, cette mise en conformité soit la moins douloureuse possible pour eux et que chacun finalement prenne conscience de la prépondérance de toute façon de la qualité relationnelle dans cette loi et dans les conflits éventuels qui pourraient arriver auprès des entreprises. Donc effectivement, je fais beaucoup de relationnel et de la mise en conformité directe aussi via le net, sur les conventions qu'il faut remplir, les signatures en ligne. Et puis, il y a toujours des problèmes informatiques qui surviennent. Donc, on fait aussi un service après-vente au niveau de la mise en conformité de ces professionnels. Alors, ce qu'on peut noter tout de suite, c'est qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui ne savent pas exactement ce qu'est ce dispositif, qui ne sont parfois même pas au courant, pour une raison ou pour une autre, qu'ils ont l'obligation de la contracter. Et ils se retrouvent donc avec surtout, dans un premier temps, un énorme besoin d'information. Alors, cette information, tu la leur donnes soit par mail, soit par téléphone. Et il y a un autre aspect, c'est que, vous avez peut-être vu sur le site, je ne sais pas si on l'a vu, il y a un bouton Messenger et il y a beaucoup de professionnels et de consommateurs qui posent des questions sur ce bouton Messenger. Et cette fois-ci, là, c'est moi qui prends le relais puisque je m'occupe de cet aspect-là. Et il y a beaucoup, beaucoup de questions et surtout de personnes qui sont un peu perdues dans tout ce qu'ils ont le droit et le devoir de faire. Je rajouterais qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une personne qui dise « je suis dans l'urgence » puisque j'ai une amende à la fin de la semaine si je ne suis pas mis en conformité, qui peut aller de 3 000 € à 15 000 € d'amende selon la taille de l'entreprise, effectivement. Donc, voilà, c'est quand même parfois tendu et les personnes sont en difficulté, y compris dans la démarche, effectivement, même informatique, ils ne comprennent pas toujours. Il y a des erreurs dans ce qu'ils pensent devoir faire. Donc, avec Jérôme, on est assez occupé avec ça. C'est vrai. C'est vrai. Alors, je rebondis sur ce que Jésus a marqué dans le chat. Il dit que finalement, ça ressemble à un système, un imbroglio, alors comment il a mis un imbroglio juridico-administratif très éloigné des besoins. C'est vrai que le législateur a fait ce qu'il sait faire. Il a transposé une directive européenne en loi nationale avec tous les aspects juridiques de ce que l'on peut envisager et de ce que l'on peut attendre d'un législateur. La pratique, effectivement, est tout autre. La difficulté pour les médiateurs professionnels, c'est justement de pouvoir répondre aux obligations légales tout en ne perdant pas de vue une chose, c'est que le médiateur professionnel est un acteur de l'entente, avec tous les aspects de qualité relationnelle et avec un processus structuré efficient. Mais c'est vrai que là, dans ce cadre-là, on navigue entre une obligation légale qui est en plus à sens unique. Je vous rappelle qu'il n'y a que le consommateur qui peut saisir le médiateur de la consommation. Si un professionnel se rend compte qu'il y a une difficulté et qu'il souhaite trouver une solution par la médiation, eh bien, il ne peut pas saisir le médiateur de la consommation. C'est un peu dommage, puisque là, on laisse de côté un pan entier de relations entre un professionnel et un client, c'est-à-dire entre deux personnes, on le laisse de côté. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous disais que pour ces situations-là aussi,
il est possible d'intégrer la médiation professionnelle par quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus léger, c'est en signant une convention via médiation avec des médiateurs professionnels qui leur permet d'avoir une solution dans ces cas-là aussi. Et c'est bien l'objectif de l'entente qui est visé par les médiateurs professionnels et donc par la Société de la médiation professionnelle. Ce serait un comble si ce n'était pas le cas aussi. Alors, Marie-Thérèse, concernant la création d'un site Internet, les conditions sont-elles les mêmes? Concernant la création d'un site Internet, à partir du moment où il y a de la vente sur le site Internet ou parce que c'est le site de l'entreprise, ce sont les mêmes obligations. Il faut que le médiateur de la consommation apparaisse, notamment dans les conditions générales de vente s'il y en a un. Sinon, on peut le mettre en bas, dans le cartouche du bas ou dans... je cherche le terme, ce n'est pas le politique de confidentialité, mais c'est dans les obligations légales. Les mentions légales, pardon. Donc oui, à partir du moment où c'est une entreprise qui vend à des particuliers, elle est obligée de mettre en évidence le médiateur de la consommation et ses coordonnées avec lequel il a signé une convention. Alors ça me fait penser à un autre point. Et puis après, Edith, je te demanderai d'intervenir, si tu le veux bien, sur la formation et sur le livre, puisque je crois que tu es co-autrice de ce livre. Je ne crois pas, même j'en suis sûr. Avec toi-même, oui. Oui, voilà, on est à 3 là-dessus. On s'est fendu d'un livre. Je voulais rebondir sur un point, c'est que parfois les professionnels Voilà, un peu d'auto-promo, ça ne fait pas de mal, et en même temps, vous y trouverez des réponses à ce qui n'aura pas été dit aujourd'hui. Je vous annonce en plus qu'on va faire un quiz tout à l'heure là avec l'équipe sur la médiation de la consommation. Donc, on vous réserve encore des surprises. Donc, j'en reviens à ce point-là, c'est que parfois les entreprises ne sont tellement pas au courant de comment on choisit un médiateur de la consommation et de comment on le met en place. Eh bien, il se trouve qu'ils mettent des médiateurs de la consommation, des coordonnées, sans avoir contacté le médiateur de la consommation pour que ça devienne officiel. Et à ce moment-là, il y a des consommateurs qui saisissent le médiateur et qui arrivent en disant « Ah oui, mais il y a vos coordonnées sur le site, donc vous êtes le médiateur ». Et non, en fait, s'il n'y a pas de convention entre le médiateur de la consommation et le professionnel, le médiateur n'a pas le droit d'intervenir. Donc là aussi, le besoin d'information est très important. Alors, je lis ce que nous dit Jésus. C'est la convention via médiation, c'est accessible et efficace. Voilà, c'est super, merci. Merci Jésus. Alors Edith, peut-être que tu peux intervenir. Alors toi, tu interviens dans la formation KPMC, oui. Autrice du livre, et tu es médiateur praticienne de la médiation de la consommation pour la société médiation professionnelle. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Et puis, je me rappelle qu'il y avait eu une demande de médiation un peu particulière qui avait débouché sur d'autres choses avec un maître d'œuvre. Oui. Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu tout ça aussi, comment tu vis cette médiation de la consommation. Comment je la vis? Moi, je la vis à travers, en tant qu'ancien avocat et avocat honoraire, je la vis déjà à travers le droit. Parce que, en fait, le droit de la consommation, c'est donc une première partie de compétences exigée par la CECMC auprès donc, de toute personne qui veulent être médiateur de la consommation. Donc, il faut avoir des bases de droit. Alors, c'est vrai que quand on est médiateur professionnel, on se dit que ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en définitive, comme tu disais, Jérôme, on ne travaille pas les enjeux, on ne travaille pas les intérêts, avant tout, on travaille sur la relation. Mais quoi qu'il en soit, on est dans un cadre légal avec un contrôle bien poussé de la CECMC. On a une exigence qui est le droit de la consommation. Donc, le module du KPMC comprend une première partie pour ceux qui ne sont pas des juristes, donc une formation qui correspond à, je dirais, les grandes lignes et les principes généraux du droit de la consommation. Donc, c'est ce que j'invite à découvrir à travers ce module. Alors, ça va de la définition du consommateur au professionnel, au non-professionnel, aux principes, je dirais, généraux en matière de contrat de la consommation, en matière de crédit de la consommation, en matière de surendettement,
des particuliers, comment ça fonctionne. Et ce que l'on voit aussi, c'est que à travers ce module de droit de la médiation, je vous la fais découvrir quand même avec des yeux de médiateur et de définir dans quelle situation on peut se situer, on peut se positionner et qu'est-ce qu'on peut faire en définitive, hein. Et même dans le surendettement, en tant que médiateur en dehors de médiateur de la consommation, on peut effectivement intervenir, ne serait-ce qu'en accompagnement d'une personne qui est en difficulté par rapport à une banque, par exemple. Donc voilà en ce qui concerne l'aspect formation. Jérôme, tu m'avais demandé donc un deuxième volet dans ton questionnement, qui était qui était quoi? Alors, il y a eu une médiation un peu particulière qui était avec un maître d'œuvre. Alors, c'était avec un maître d'œuvre et il y avait une double médiation, donc deux dossiers avec deux dossiers différents l'un de l'autre, mais le point commun, c'était le maître d'œuvre avec une mission d'architecte, hein, l'un dans le cadre de la réalisation ou l'élaboration de plans, et l'autre, c'est dans le cadre du suivi de chantier. Mais en tout cas, le point commun de ces deux dossiers, eh bien, c'était effectivement le maître d'œuvre. Et donc, cette personne a quand même réfléchi, et je l'ai amené, c'est vrai, je reconnais, à réfléchir sur qu'est-ce qui posait problème. Et ce qui pose problème, eh bien, c'est peut-être ces modes de communication. Et à partir de là, c'est vrai que cette personne, alors c'est le plus du médiateur professionnel, qui est médiateur de la conso, eh bien, va également éclairer. Et cette personne-là, ce maître d'œuvre-là, donc a décidé par la suite de faire une étude SIC avec un accompagnement pour justement faire en sorte que ce qu'il avait compris à l'occasion de ces deux médiations, eh bien, ne se reproduise pas. Et principalement, le fait de ne pas être suffisamment attentif aux besoins de ses clients. Et d'ailleurs, tu l'as interviewé, Jérôme, et lui-même indique que, eh bien, oui, ils sont dans l'empressement en tant que professionnels, ils ne voient pas où sont les problèmes, et donc pour eux, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ils évitent du coup d'imaginer ou de se mettre dans la tête du maître d'ouvrage qui, lui, a besoin d'être assuré, a besoin de choses qui pourraient être basiques pour un maître d'œuvre ou pour tout professionnel. Et donc, dans ce domaine de communication, eh bien, il a senti qu'il y avait un certain nombre de lacunes. Et donc, la notion de diversification de langage lui a parlé, et donc c'est dans ce sens qu'il est allé. Alors, bien évidemment, on est SMP, on est dans le cadre d'une médiation de la conso. Eh bien, il a regardé donc, le site de la CPM MEN, et donc, à partir de là, eh bien, il a choisi un médiateur professionnel pour l'accompagner et aller donc dans le cadre d'une étude SIC. Voilà. C'est peut-être ce que tu attendais, hein, Jérôme? Alors, effectivement, mais ça me fait rebondir sur deux points. Tu mets en évidence deux choses. La première, c'est que les professionnels, ce sont des experts de leur domaine d'activité, mais pas des experts de la qualité relationnelle. Et ils sont tellement en train de courir partout, comme la plupart de nous ici présents. Et parfois, légitimement, mais maladroitement, ils passent à côté d'un élément relationnel qui pêche par manque de compétences. Ouais. Et le deuxième point, c'est que dans ces situations-là, on ne peut pas, en tant que médiateur de la consommation, accompagner ces entreprises et ces professionnels parce qu'il y aurait conflit d'intérêts. Donc, c'est en allant sur Allo Médiateur, qui est actuellement en ligne, que certainement ce maître d'œuvre a choisi parmi la liste assez nombreuse le médiateur qui était proche de lui parce que pour lui, c'était plus facile. Géographiquement le plus proche, oui. Et qui avait en plus les compétences pour l'accompagner sur une étude SIC, un accompagnement SIC, donc c'est structure et interaction en communication, de manière à acquérir ces compétences-là qui lui permettent aujourd'hui de ne plus avoir besoin d'un médiateur de la consommation depuis 2 ans, je crois, puisque ça fait un moment qu'il était venu nous parler de ça.
Ben, c'était en 2020 ou 2021, pendant l'un des confinements. Ouais. Au tout début. Ouais. Donc ça c'est hyper important et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, il y a une question de Laurence Barlier. Et tu vois, Jérôme, excuse-moi, je t'interromps, c'est qu'on parle de droit et on a parlé donc de notre travail dans le cadre de la relation. Et on voit que là, bien, on m'avait aiguillé avec qui dit maître d'œuvre, dit construction. Moi, c'est mon domaine de prédilection, le droit de la construction, le droit du bâtiment, l'immobilier au sens large du terme. Mais dans le cadre de cette double médiation, en fait, on a évoqué en fait principalement la relation aux autres. Et ce n'est qu'in fine, une fois qu'on a donc purgé au niveau de la relation l'émotionnel, eh bien, on a abordé effectivement l'aspect technique, l'aspect juridique, mais qui n'a été que résiduel par rapport à l'aspect émotionnel. On revient sur le ETJ et non JTE. Et donc ça, c'est vraiment propre à notre méthodologie aussi. Ce que tu es en train de dire en même temps, c'est que cette codification légale de médiation de la consommation, elle envoie en premier lieu un premier signal, c'est qu'il faut regarder le domaine. Et que, en tant que médiateur, la première des choses, c'est de pouvoir tenir la posture éthique, c'est-à-dire être indépendant, neutre et impartial. Oui. Donc, c'est au médiateur là de revenir en arrière. Oui, j'ai été contacté pour ça, mais en fait, ce que je vais regarder en premier, c'est la relation entre les personnes, de manière à pouvoir les accompagner pour qu'elles trouvent par elles-mêmes la solution qui est la plus appropriée. Tout à fait. Et ceux qui, là, pour répondre à une des questions en disant, bah oui, entre maître d'œuvre, maître d'ouvrage, c'est les écrits qui priment. Oui, mais dès lors qu'il y a une entente et que cette entente est à travailler et qu'elle est rétablie, eh bien, à ce moment-là, donc, le contrat en tant que tel n'est que, je dirais, une conséquence de l'entente. Donc, vraiment, notre travail, il est sur la relation et donc l'entente entre les parties avant tout, l'entente à retrouver pour que, justement, après, on puisse mettre sur un écrit, on va dire, un écrit mémoire, ce qui a été convenu entre les parties. Oui, alors ça, c'est effectivement, ça peut être assez évident pour les médiateurs professionnels qui sont là, mais c'est un autre paradigme. Il y a le paradigme du contrat social et puis il y a le paradigme de l'entente sociale. Alors, qui est premier, l'entente ou le contrat? Alors, nous, on considère que c'est l'entente et que le contrat n'est qu'un élément mémoriel qui permet de se rappeler de ce qu'on avait dit à un temps T, qui était vrai avec les conditions du temps T et qui peut-être aujourd'hui ne sont plus vraies parce que les conditions ont changé. S'il y a entente, on fait évoluer le contrat en fonction de la réalité du jour. S'il n'y a pas d'entente, ça finit en procédure, en médiation de la consommation, en tribunal, en système de conflictualité, alors même qu'il suffit de revenir à l'entente pour trouver la solution. Tout à fait. Alors là, on nous indique aussi, oui, mais le juge n'accepte que des écrits. Oui, mais si l'entente est rétablie, si l'écrit n'est qu'une mémoire, on va dire, par rapport à, là, dans le domaine de l'immobilier, il y a des délais de réalisation, il y a un solde, dans quel délai ce solde va être réglé, dans quel délai les travaux vont être réalisés. Eh bien, tout ça, c'est un écrit mémoire. Mais quand on parle de, oui, mais le juge, oui, d'accord, mais le juge, il ne sera jamais saisi si effectivement on travaille sur cette entente et que l'entente a été rétablie et que les parties ont bien compris que, aller devant un juge, oui, pourquoi pas, mais quand il y a une entente, eh bien, l'objectif, c'est de la pérenniser, c'est de la faire perdurer, c'est d'aller jusqu'au bout. J'ai un exemple, si tu permets, Jérôme, j'ai un exemple justement dans ce domaine, qui est donc une maître d'ouvrage qui était venue me voir et difficulté relationnelle avec son maçon, qui était en fait un ami qui était venu donc lui réaliser sa maison et qui avait rajouté des matériaux beaucoup plus nobles que ce qu'elle avait choisi, faute de budget. La relation a été tellement dégradée au point qu'ils ont arrêté le chantier. Pour elle,
sollicite donc une médiation. Eh bien, cette médiation a permis de rétablir l'entente, de finaliser le chantier, alors qu'on était sur un arrêt complet, voire peut-être définitif du chantier et donc de la relation. Et là, on a eu donc l'entente rétablie avec effectivement un architecte qui a été choisi à ce moment-là pour permettre de mieux voir les fondations, etc., parce qu'il y avait des problèmes techniques. Et au final, je n'ai pas eu une personne qui a saisi un juge. J'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a montré la photo de sa maison finie. Hein, et qui a tellement bien compris que ce qui avait dégradé en fait la relation avec le maçon, eh bien, elle a compris aussi que probablement la relation avec son ex, qui avait pollué la relation avec le maçon, eh bien, il fallait la travailler en médiation. Et c'est comme ça qu'elle est venue pour travailler justement avec son ex-mari en médiation. Je te remercie. Effectivement, c'est assez étonnant. Et pourtant, le quotidien du médiateur professionnel, c'est ça. Hein, c'est que ça paraît inimaginable. Et pourtant, il y a des solutions qui existent et c'est beaucoup plus simple d'y accéder. Et puis, les éléments techniques et juridiques ne viennent que pour tracer un chemin qui a déjà été conclu par l'entente. C'est pour ça que je dirais qu'il y a marqué que faire du préjudice financier alors. Mais le préjudice financier, il a déjà été examiné dans le cadre de cette entente et de cet accord. Et oui. Et à ce moment-là, il tombe sur un nouvel accord. Alors Jean-Louis, tu voulais prendre la parole tout à l'heure. Je t'ai vu réagir par rapport, j'imagine, à l'entente peut-être. Si tu veux bien réouvrir ton micro. Alors, ce n'était pas tout à fait sur l'entente, c'était sur le fait que le juge aurait comme priorité le contrat comme modèle. Non, c'est un outil de travail pour le juge. Le juge, il a pour première mission d'accompagner la conciliation des parties, hein, initialement. C'est sa première mission. Alors, quand on parle de conciliation, évidemment, on se dit, mais bon, c'est le conciliateur auquel on fait appel. Non, non plus. Le juge, pour lui, il n'a pas de business particulier par rapport au fait que les gens ne s'entendent pas. Il n'a pas d'intérêt particulier à entretenir une discorde. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des professions qui aient des intérêts particuliers au maintien de la discorde. Ce matin, avec Jean Bruno, on discutait de la fable des abeilles et il raconte, l'auteur raconte, hein, c'est une fable du XVIIe siècle, et l'auteur raconte combien il y a de personnes qui ont d'intérêt à entretenir la discorde entre les personnes, de même que certains médecins, disait-il, avaient des intérêts à faire en sorte que les gens ne se soignent pas vraiment, qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils restent quand même un peu malades. Donc, c'est un intérêt. On l'a vu, on en a discuté avec cette histoire de crise, Covid, etc. On en a longuement discuté. Alors après, il y a des gens qui disent « Oui, mais Jean-Louis, il a pris des positions contre Big Pharma. » Et les gens ont raison. J'ai pris des positions contre Big Pharma. Mais de fait, on peut se dire qu'il y a des médecins qui font leur boulot pour que les gens se soignent. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, ma foi, on va entretenir un petit peu la situation. Hein, dans le champ de la psycho, etc., c'est pareil. Et puis, dans le champ du droit, c'est un peu pareil. Hein. Il y a des juristes qui sont vraiment centrés sur l'idée qu'il faut mettre un terme à ce différend. Et puis, il y en a d'autres qui se disent, ma foi, c'est une question de procédure. Donc, il y a des gens qui sont fondamentalement honnêtes dans le fait qu'ils ils sont là pour gérer. Hein, quand on parle de gestion de conflit, c'est pas rien de dire on fait de la gestion. Donc, dans un monde de gestion, on gère. Et on est tout à fait légitime à gérer. Le juge, lui, il n'est pas dans cette perspective-là. Enfin, des juges avec lesquels j'ai discuté, il n'y en a pas un qui m'a laissé filtrer l'idée d'une saveur qu'il pourrait avoir à entretenir un différend. Même si, en fait, il n'était pas impartial. Par contre, des juges pas très impartiaux, il y en a. Et là, ils ne font pas de la gestion de conflit non plus. Tout simplement, ils prennent des décisions où, s'ils font un botté en touche, ce n'est pas pour entretenir le conflit, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre de décision. Donc, il faut bien voir que le juge, lui,
il a effectivement comme paradigme de travail le contrat social et le contrat. Mais si vous présentez une entente à un juge, attention, une entente qui va être, je dirais, dans les clous de la loi, hein, eh bien, cette entente, il va la valider. Hein. Lui, ça ne va pas lui poser de problème. Donc, il ne faut pas voir le système judiciaire comme étant un adversaire par rapport à la pratique de la médiation professionnelle. Même si elle est un peu trop consensuelle, un peu trop avec le système de la médiation traditionnelle, moi, je ne vois pas le juge comme étant quelqu'un qui est un adversaire du médiateur, hein, ou un concurrent. On n'en est pas là. Avec, par contre, avec les professions gestionnaires de la conflictualité et de l'adversité, oui, nous sommes des concurrents. Mais donc, le juge, lui, a pour modèle de pensée, je pense, d'après ce qu'on a pu discuter, hein, même avec Jean Bruno et le juge Fuleda, on en a, et puis d'autres, hein, c'était l'approche du conflit résolu, de l'entente trouvée. Et je pense que ça, c'est important que vous ayez ça en tête en tant que médiateur, parce que le juge n'est pas du tout dans une position d'être un adversaire, je dirais, social. Au contraire. Tu voulais réagir à ce propos. Non, je me permettais de rebondir et de compléter, en fait, si possible, les propos de Jean-Louis pour répondre, en fait, à Laurence Barlier, qui indiquait, oui, mais il faut quand même un écrit, ne serait-ce que pour les modalités pratiques, etc. En fait, l'entente, le paradigme de l'entente, en fait, et la médiation est une voie résolutoire différente de la voie judiciaire. Mais c'est une voie résolutoire. Et quand on dit voie résolutoire, c'est vraiment, on a tout purgé, y compris donc les modalités ensuite pratiques qui peuvent être revues. Par exemple, le contrat d'origine, eh bien, les parties décident à ce moment-là librement, ensemble, de remanier par des avenants, si besoin, donc les modalités pratiques de la poursuite de leur relation, ou peut-être de la fin, hein, de la cessation de leur relation, ou peut-être simplement de l'aménagement de leur relation. Donc, c'est vraiment une voie résolutoire avec 3 possibilités différentes que sont donc la reprise de la relation comme si de rien n'était, la rupture consensuelle, ou bien l'aménagement de la relation, avec à ce moment-là, peut-être à la clé, donc un écrit qui s'appellera avenant, hein, mais avenant mémoire, qui permettra justement de voir les modalités pratiques, financières, qu'elles ont convenues librement à l'issue de cette médiation. Voilà. Alors, je lis là que Laurence Barlier présente un cas, mais bon, comme on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants d'une situation, c'est toujours difficile de dire on va vous trouver la solution et vous allez voir en sortant de l'émission, vous allez avoir la solution d'enfer qu'elle vous allez pouvoir opposer à l'architecte qui est de mauvaise foi, a priori le méchant, comme on le voit tout de suite sur le texte. Alors, mon propos, il va être très simple. Je prends un risque là, en disant que ça va être simple. Il va être très simple. C'est qu'en fait, il y a un contrat qui est passé au départ, dans ce que dit Laurence, entre le maître d'ouvrage et un architecte. Et qu'il y avait un travail qui était prévu, une mission qui était confiée, donc un contrat qui était signé. D'apparence, selon ce qui est dit, et je ne veux pas poursuivre la polémique, parce que je vois bien que si ce que je vais dire va nécessiter des précisions de la part de Laurence, et je ne veux pas rentrer dans le jeu, c'est que l'architecte, lui, n'aurait pas respecté le contrat initial. Bon, là c'est simple. Hein. S'il n'a pas respecté le contrat initial, il n'y a qu'une solution. C'est soit on discute, on trouve un accord pour qu'il respecte le contrat initial. Là, apparemment, ça n'a pas marché. Le juge, il va dire à l'architecte, respecter le contrat initial. Ça se fait même en référé. Bon.
Ça, c'est une procédure judiciaire. Mais donc, s'il lui demande d'en dépenser plus, alors que dans le contrat initial, il était prévu une prestation et que la prestation était vraiment bien bouclée, ben là, c'est l'architecte qui ne respecte pas le contrat initial, d'après ce qui est dit. Donc, si vouloir dire le maître d'ouvrage n'a pas la somme pour pouvoir payer le plus ne me semble pas légitime au travers de ce qui est dit ici dans le commentaire. Donc, ne pas comprendre, je ne peux rien faire de plus que de dire il y a un contrat, il y a un engagement et il y a une somme qui est prévue, une prestation qui est prévue. L'architecte l'a signé. Bon, il doit respecter ça. Maintenant, si ça ne marche plus, c'est peut-être qu'il y a une autre raison. Et ça, la raison, ici, je ne veux pas la connaître. Mais par contre, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a plein de situations qui sont surprenantes. J'ai connu moi-même une situation où il y avait un dégât des eaux permanent dans ma maison. J'ai raconté déjà cette histoire. Et le truc, c'était que l'un des entrepreneurs qui était là, qui intervenait, il m'a fait des plâtres et tout. Il m'a dit, là, le gars qui a fait les VRD, il a mal bossé. Hein. Il y a une infiltration dans la maison, en sous-sol. Et regarde, tu vois, il y a plein d'eau. Effectivement, je regarde, il y a plein d'eau. Et puis, il n'y a rien à faire. Hein. Plus il y a d'eau, plus il y a d'eau. Plus on en sèche, plus il y a d'eau. Alors, on fait venir un expert. L'expert, il dit, ça risque d'être problématique, il va peut-être falloir casser le mur. Casser le mur. Alors, je me dis, mais il va peut-être falloir faire une veine, parce que c'est vrai, on est sur un terrain où il y avait plein de courants d'eau, il y avait plein de ruisseaux, plein de trucs. Alors, au bout du compte, je réfléchis et je demande, le gars qui a fait les VRD, hein, qui a donc créé la maison avec tout le coffrage, tout le bâti, il me dit, non, moi, j'ai bien fait les saignées, le maçon, il est passé, il a bien fait le boulot, moi, tout est protégé, j'ai bien fait mon boulot, je ne peux pas croire que ça vienne de mon travail. Et puis, en fait, quand ils viennent tous les deux, le gars qui faisait les plâtres et qui avait rajouté les doubles cloisons, je découvre que ces deux personnes ne s'entendent pas. Ils s'entendent souvent en chamaillerie, à minima en chamaillerie. Je ne veux pas savoir pourquoi, mais je comprends que moi, je deviens un instrument de la chamaillerie pour l'un des deux. Et je commence à réfléchir et j'achète un système pour vider l'eau, tout simplement, avec un système qui permet d'aspirer l'eau. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de 2 mois, après avoir rempli des seaux et des seaux d'eau invraisemblables, j'ai vidé l'eau qu'il y avait sous la maison et qui remontait contre les murs et qui s'infiltrait effectivement. Mais il n'y avait pas d'autre infiltration possible. Ça venait de dessous la maison. Et ni l'un, ni l'autre, ni l'expert n'avait pu imaginer ça. Et comment j'ai pu imaginer ça? C'est que moi-même, j'étais allé sur le chantier quand ils étaient en train de construire la maison et j'ai vu qu'il y avait une réserve d'eau et j'ai dit au gars du chantier, j'ai dit, mais vous allez la puiser, l'eau? Il dit, non, elle va s'évacuer toute seule. Et quand j'ai eu ce problème, après, petit à petit, je me suis dit, ça ne serait pas cette eau-là. Et personne, aucun expert, aucun spécialiste ne m'aurait dit, Jean-Louis, allez, mets un coup d'aspirateur sous la flotte, parce que ce n'était pas possible. Mais effectivement, en puisant l'eau, j'ai plus du tout d'infiltration d'eau dans la maison, c'est fini. Ça a duré le temps que je vide l'eau qui était dans la cave et puis sous la maison, sous le sous-sol de la maison. Donc, quand je vous dis ça, je vous dis aussi, quand on a affaire à des situations conflictuelles, parfois, les causes conflictuelles peuvent être surprenantes. Mais il y a quelque chose que je suis en train de vous dire aussi. Soyez inventifs, soyez créatifs.
Faites travailler votre imagination. Faites travailler l'imagination de vos interlocuteurs quand vous faites une médiation. Restez pas comme ça à vous dire oh, tous les spécialistes ont dit que ce n'était pas possible. Non, si tous les spécialistes ont dit que ce n'était pas possible, vous savez, c'est que ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas un problème. Alors, si c'est un problème, il faut faire appel au niais. Quand tous les spécialistes sont passés par là, il n'y a que l'imbécile qui peut résoudre le problème. Et moi, ça ne m'a pas dérangé d'acheter pour, je ne sais pas, ça m'a coûté 150 €, hein, le truc là. Eh ben, ça m'a coûté 150 balles et puis c'était fini. Effectivement, maintenant, j'ai un truc qui ne me sert plus à rien. Hein. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander. Hein. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus d'eau dans mon garage. Alors, je vous dis, inspirez-vous de cela, faites preuve de créativité, incitez les gens à faire preuve de créativité pour résoudre des problèmes comme celui que je vois là avec l'architecte où ça me semble être un petit peu tordu. Ben, c'est peut-être aussi une affaire d'imagination. Puis en tout cas, dans tous les cas, ne rentrez pas dans les conflits que les gens vous présentent. Parce que ça, c'est filou. Les gens arrivent, des professionnels arrivent avec des conflits entre eux et vous vous faites prendre en otage. Justement, la question que je me pose derrière, qui pourrait être intéressante, c'est tu disais que finalement, tu étais le réceptacle d'un conflit qui était entre professionnels. Est-ce que cette difficulté relationnelle persiste entre les deux? Non, alors je vais te dire, je n'ai pas joué le médiateur, je n'étais pas missionné. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais là, potentiellement, il y aurait la possibilité de faire intervenir un médiateur pour leur permettre de mieux travailler. Ce pas des gens qui travaillent forcément ensemble. Hein. Ils se sont retrouvés sur ce chantier-là. Ils ne travaillent pas forcément ensemble, donc ils s'en foutent. Tu vois, ils se disent, c'est ce qui s'appelle se tirer la bourre. Hein. Donc, ils ne sont pas sympas entre eux, mais ils le cachent en même temps. Parce que c'est un dénigrement implicite, tacite, silencieux. Hein. Quand tu parles de lui, l'autre, il a les yeux au ciel. Donc, il n'y a pas, c'est pas très direct. Hein. D'ailleurs, parce que je l'ai dit à un moment donné, et le gars qui a fait les travaux de tour de la maison et qui avait fait le coffrage aussi avec les isolations de la maison pour remettre la terre autour de la maison, il était très bourru comme gars. Et il m'a dit je sais pas rien, c'est pas moi qui ai fait ça. Alors je lui dis mais en fait c'est le plâtrier là avec lequel je bosse. Ça m'étonne pas. T'as vu comment il bosse? Alors que le gars il bosse super bien. Donc voilà, ça fait parfois c'est un peu surprenant. C'est pas dit complètement, c'est ironique, tu vois. Donc mais clairement ça n'avait rien à voir. Ni l'un et l'autre avaient bien travaillé. C'est ça le pire. Et quand l'expert est venu, l'expert de l'assurance, parce qu'on a fait venir un expert d'assurance, pour dire, attends, il faut bien quand même qu'on trouve la cause. Lui, il était comme une poule devant un couteau. Alors, je te dis pas, tu imagines la poule. Quand elle sait, si elle savait que le couteau allait servir pour l'éventrer. Mais voilà, lui, il était là, il ne savait pas quoi faire. Et il est resté un moment assis à regarder le spectacle. Comme si rien qu'en regardant, la chose pouvait éventuellement s'évaporer. Non, voilà. Donc, c'est créativité, pas rentrer dans la conflictualité, prendre du recul pour pouvoir se dire, il y a une solution. Il y a une solution qui se présente là. Laurence Barrier, ben oui, je suis désolé. Je suis architecte et expert judiciaire. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Il y a certainement une solution à trouver. Il faut faire preuve d'imagination parce que pour mettre un terme à un conflit, je veux dire, c'est pas intéressant de rester dans une conflictualité. Et puis, c'est même si c'est passé un petit peu d'heures, de temps pour aider une personne à trouver une solution, il vaut mieux passer ce temps-là. Parce que parfois, on trouve des idées géniales. Moi, j'ai toujours eu plaisir
à trouver des idées géniales ou des idées simples. Parce que là, c'était une idée simple. Mais il a fallu que ce soit moi qui trouve l'idée. Pas l'architecte, madame l'architecte. Ce qui est intéressant, en fait, hein, c'est ce qu'on disait au départ, c'est que la médiation de la consommation, c'est très juridique finalement. Et le médiateur, il intervient avec ce qui fait qu'il est médiateur professionnel, c'est cette capacité de réflexion et d'imagination et de transmettre cette volonté de chercher quelque chose d'inimaginable au départ pour trouver une solution. Et ça me fait penser, là on passe à la phase actu, puisqu'on arrive au terme de l'émission, il est 13h33. Ça me fait penser à l'actu avec le Conseil national de la médiation et la réponse du ministère de la Justice, le garde des Sceaux, qui répond à l'EPMN en disant eh bien, évidemment, vous êtes tout à fait légitime à faire partie de ce Conseil national de la médiation. Revenez dans quelque temps quand tout sera préparé, que vous puissiez vous positionner et intégrer ce Conseil national, et redemander à intégrer le Conseil national de la médiation. Ouais. C'est une opportunité là aussi de pouvoir faire passer ce qu'est vraiment la médiation dans un contexte, dans un petit secteur d'activité qui est le monde judiciaire, puisqu'il n'y a pas que ça, hein, on n'intervient pas que là-dessus. Et c'est cette nécessité de garder en tête que tout est possible, il faut juste l'imaginer et regarder rationnellement ce qui est pour construire l'inimaginable. Ben, je vais rester là-dessus. Je vous propose... Jean-Louis repartage Allo Médiateur. Alors, si vous n'arrivez pas à imaginer autre chose, faites-vous accompagner par un médiateur professionnel. Et si vous avez besoin de compétences pour vos interactions avec les autres, allez sur etudesic.com pour acquérir ces compétences-là. Et enfin, eh bien, vous avez médiateur de la consommation. Si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'un médiateur de la consommation, ou si vous êtes un particulier et que vous avez un litige avec un professionnel. Et via médiation que j'ai évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est pour faire les partenariats dans les cas où la médiation de la consommation ne s'applique pas, mais que vous souhaitez intégrer dans vos process ou dans votre vie la qualité relationnelle et les médiateurs professionnels. Enfin, la Chambre, le syndicat professionnel des médiateurs, qui est la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, qui a mis en place le code d'éthique et déontologie de la médiation, qui permet d'avoir des aspects éthiques et déontologiques opposables aux médiateurs et puis de se renseigner sur ce qu'est vraiment un médiateur professionnel. Enfin, le site de l'EPMN, l'école professionnelle de la médiation et de la négociation, où vous trouverez plusieurs choses, des formations évidemment dans tous les secteurs, sur plusieurs aspects, hein, que ce soit pour devenir médiateur, mais pour aussi acquérir des compétences relationnelles. Je pense à la QRT, qualité relationnelle au travail, mais ça peut être aussi se former pour devenir consultant SIC, consultant DMPI, pour se perfectionner. Et vous avez autre chose, c'est la boutique, sur laquelle vous trouverez les ouvrages de la médiation professionnelle pour continuer le cheminement que nous avons entamé aujourd'hui sur la consommation et pour aller voir d'autres aspects. Alors, vous le voyez, hein, il y a plein d'aspects dans le domaine hospitalier, la première médiation d'un médiateur, l'encyclopédie de la médiation professionnelle, le dictionnaire encyclopédique, de la médiation professionnelle, et d'autres ouvrages qui vous serviront d'ouvrages de chevet. Le soir, quand vous n'arrivez pas à dormir, ouvrez un ouvrage de la médiation, vous en sortirez avec beaucoup plus de légèreté. Et tu deviendras médiateur et peut-être philosophe, en fait partie. Il est court et très instructif. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. Je vous annonce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la semaine prochaine, c'est Jean Bruno qui vous amène sur le cheminement et sur le chemin de la rhétorique en médiation professionnelle. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Abonnez-vous à Mediator.tv pour être prévenu de nos nouvelles diffusions, de vos vidéos en direct
ou en replay. Le programme des 4 prochaines émissions est disponible sur l'officiel de la médiation dans l'onglet webinaire. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux avec tous vos amis. Vous pouvez télécharger l'application La Médiation Professionnelle sur le Play Store ou l'App Store. Si vous avez besoin d'un médiateur professionnel, vous allez sur allomediateur.com.